Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet ultime épisode du roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. J'espère que cette série vous aura plu et que vous aurez su apprécier toute l'œuvre de Victor Hugo. L'épisode complet va arriver très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo ou les autres de la série. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Pour rappel, le condamné vient d'appeler un prêtre. Toujours le même. Je l'ai prié de me laisser dormir, et je me suis jetée sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'étaient des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie. Mes amis me suivaient un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon, à la salle à manger, n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous en fîmes le tour. Je marchai le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée. Les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte, et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur, comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonné, je tirai plus fort. Elle céda brusquement, et nous découvrit une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille, « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai, « Qui êtes-vous » Elle ne répondit pas, ne bougea pas et resta les yeux fermés. Mes amis dirent, « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir. Elle n'aura pas pu fuir et s'y cacher là. » Je l'ai interrogée de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous la poussa à terre, elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis 2 de nous l'ont relevée, et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille. Elle est restée muette comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience, et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit, « Mettez-lui la bougie sous le menton !» Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit, « Ah, enfin! Répondras-tu, vieille sorcière? Qui es-tu » L'œil s'est refermé comme de lui-même. « Pour le coup, c'est trop fort, » dit les autres. « Encore la bougie, encore! Il faudra bien qu'elle parle. » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors elle a ouvert ses 2 yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Je me suis réveillée, frissonnant et baignée d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ?» lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là, dans la pièce voisine qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. » Oh ! Ai-je crié. « Ma fille ! Qu'on m'amène ma fille !» Elle est fraîche, elle est rose. Elle a de grands yeux. Elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras. Je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embarrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin.
Enfin, j'ai pu parler. « Marie, ai-je dit, ma petite Marie !» Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites mal, monsieur !» m'a-t-elle dit. « Monsieur !» Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a pas vue, la pauvre enfant. Elle m'a oubliée. Visage, paroles, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre. Quoi? Déjà plus de père. Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes. Papa. Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses 2 petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et elle a répondu. Ah bien non. Regarde bien. Ai-je répété. Comment? Tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle répondu. Un monsieur. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison. Je la dirai. C'était assez de cela, je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. Veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Vous me faites mal avec votre barbe. Alors, je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit, en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. Ah, bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours. Voyons, lis. Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A-R, ar, R-E-T, ré, arrêt. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour 1 sou. Il me coûtait plus cher, à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens. C'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne. « Emportez-la. » Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même, et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela.
Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'une tête prédestinée qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d'un qui y vient pour moi, y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Ma petite Marie, on l'a emmenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurai-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour, et qu'elle pleure dans 15 ans, pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache pour moi, mon histoire, et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Mon histoire. Note de l'éditeur. On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être comme ceux qui suivent semblent l'indiquer. Le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire? Il était tard quand cette pensée lui est venue.